essentiel. Donc, ce que vous connaissez probablement Johann Chapoutot et un certain nombre de ses travaux, c'est un spécialiste du nazisme et qui s'est notamment intéressé à la façon dont on devait, en historien, rentrer, entre guillemets, dans la peau, dans l'esprit d'un nazi pour mieux comprendre ses motivations. Comme un certain nombre d'entre vous le savent aussi, puisque vous êtes beaucoup intéressés par l'histoire et l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, les origines, les développements et les conséquences du nazisme ont donné lieu à un nombre infini d'ouvrages, dès évidemment l'époque même, mais jusqu'à nos jours, avec une série de controverses sur y a-t-il davantage d'origine économique et sociale au développement du nazisme? Est-ce qu'il y a des causes plus proprement politico-idéologiques? On peut dire que les explications de type économico-social ont plutôt reculé ces 20-30 dernières années au profit d'approches qui sont davantage centrées sur le corpus idéologique nazi. Et un des développements historiographiques d'ailleurs controversés récents, je pense que ça ne vous a pas échappé, c'est la question de la réédition de Mein Kampf d'Hitler, le texte très célèbre qui a été réédité donc en français avec une très forte édition, très fort appareil critique qui entoure le texte. C'est d'ailleurs intéressant, c'était une question que je voulais poser à Chapoutot, parce que certains étaient plutôt critiques à l'égard de la réédition du texte même, affirmant que, bon, vu le contexte politico-idéologique, rééditer un tel texte, même avec un lourd appareil critique, même à un prix élevé, même avec des fonds qui étaient reversés à un certain nombre d'associations, cela posait problème. Et d'autres qui disaient que, bon, en plus, reprenant l'historique de la chose, par exemple, l'idée selon laquelle le Mein Kampf était un texte interdit en France, ça n'a jamais été véritablement le cas. En réalité, c'était diffusé par une petite maison d'édition d'extrême droite qui le vendait relativement bien tous les ans. Donc partant de là, disant que comme le texte existe, qu'il est très facile à trouver sur Internet, c'est nécessaire de faire un appareil critique dense. Et dans cet appareil critique dense, qui a été élaboré à l'origine par une équipe d'historiens allemands et qui a été ensuite remis au goût du jour par des historiens français, il est notamment question de décortiquer tout le vocabulaire hitlérien et d'essayer de comprendre la spécificité d'Hitler et du nazisme dans un contexte où, pour les textes des années 1920, je l'ai dit brièvement ce matin pour introduire la discussion, évidemment, on focalise sur le nazisme et vu ses conséquences, c'est bien normal. Mais ce n'était qu'un mouvement politique parmi d'autres de la droite nationaliste à l'échelle européenne. Vous savez qu'aujourd'hui, la tendance est à l'histoire globale, transnationale, et qu'évidemment, tout ce qui est global et transnational nous fait plutôt penser à l'au-delà des frontières, aux solidarités, aux migrations, tout ce que vous voulez. Mais il existe aussi, certains collègues travaillent là-dessus, des internationales conservatrices, et les mouvements conservateurs entre deux guerres ont été extrêmement développés, notamment en réaction à la révolution bolchevique. Donc tout ça compte beaucoup pour saisir les spécificités du nazisme. Parce que si on prend la figure du judéo-bolchevisme, en réalité, que ce soit du côté de l'antisémitisme ou de l'hostilité au communisme, il y avait une infinité de courants politiques qui étaient à la fois antisémites et aussi anticommunistes et plus largement hostiles au mouvement ouvrier. Parmi les premières lois discriminatoires qui ont été prises à l'encontre des Juifs, vous avez un certain Horthy, amiral à l'origine, dirigeant de la Hongrie post-Première Guerre mondiale, à propos duquel il y a aussi une infinité de controverses, puisque le pouvoir actuel hongrois entretient plutôt la mémoire de Horthy. Donc Horthy, c'était le régime autoritaire à tendance fasciste entre deux guerres et qui est significativement né en réaction à une révolution. Parmi les rares pays où il y a une révolution de type bolchevique, à part bien évidemment la Russie, il y a eu là une république des conseils en Hongrie qui a provoqué une réaction très forte ensuite du côté de la droite. Et dans ce pays, dès 1920, vous avez des mesures discriminatoires contre les Juifs qui sont prises. Je ne vais pas vous détailler l'histoire des différentes extrêmes droites et de leurs différentes sensibilités, de leurs règlements de compte internes, mais il y a une grande diversité de mouvements fascistes. En revanche, ce qui les a unis les uns et les autres en Europe centrale et orientale entre deux guerres, c'est l'hostilité au mouvement ouvrier organisé, d'ailleurs pas qu'au bolchevisme, mais à tout ce qui de près ou de loin pouvait ressembler à un courant social-démocrate, réformateur, de sensibilité marxiste, pour le dire largement. Et alors, j'ai quelques minutes pour introduire, et ce sont des sujets extrêmement délicats, donc je fais attention à ce que je dis. Dans le cas du monde germanophone, certains parlent, et je mets des gros guillemets, du noyau rationnel de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, dans le mouvement ouvrier des pays germanophones, compte tenu des discriminations qui existaient, compte tenu de l'hostilité des juifs qui existait dans toute une série de courants politiques, beaucoup de juifs, qu'ils veulent s'assimiler ou pas, se sont retrouvés dans les organisations social-démocrates et communistes. Donc il y avait une surreprésentation
entre guillemets objective des juifs dans ces organisations, facilitant ensuite la propagande effectivement anti-bolchevique en disant mais regardez, il n'y a entre guillemets que des juifs à la direction de ces organisations. Ça c'est une chose importante à avoir en tête. Un exemple emblématique, et là qui est directement allemand, c'est ce qui s'est passé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'est née une république sur les décombres de l'Empire des Hohenzollern à la fin de l'année 1918 et qu'il y a eu une prise de pouvoir par les sociodémocrates et que ces mêmes sociodémocrates se sont appuyés sur une partie de l'armée, évidemment particulièrement remontée puisqu'ayant perdu la guerre, pour réprimer les mouvements les plus révolutionnaires. Il y a une figure emblématique assassinée le 15 janvier 1919 qui est Rosa Luxembourg, donc elle est connue, c'est une théoricienne de l'aile gauche du mouvement marxiste international. Mais ce qui est intéressant à propos justement de cette figure du judéo-bolchevisme et dans la propagande, et je mets à part, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, les théories de Rosa Luxembourg, c'est qu'est-ce qui permettait de stigmatiser Rosa Luxembourg. Et là, ça renvoie aux images dont on parlait ce matin. Bon, c'est une femme, il n'y en avait pas beaucoup en politique, et c'était un moyen de dire qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, etc. Elle était juive, polonaise, naturalisée allemande, donc le double ennemi de l'intérieur, celle qui est venue en Allemagne s'insérer dans la vie politique, et par ailleurs fondatrice du Parti communiste allemand. Et la propagande très hostile aux jeunes KPD à la fin de l'année 18 et début 19, je veux dire au-delà des débats doctrinaux, est très focalisée là-dessus. On stigmatise Rosa Luxembourg comme un agent étranger, à tel point que lorsque le Parti communiste allemand se développera ensuite, il y aura des commémorations annuelles qu'on appelait les LLL en allemand, c'était Liebknecht Luxembourg-Lénine, donc on associait Lénine pour associer le KPD, donc le bolchevisme plus le KPD, et que dans la propagande nationaliste de toute tendance, pas que nazie, pour attaquer les communistes allemands, on focalisait là-dessus, parce que Liebknecht était entre guillemets un vrai Allemand. Lénine, à la rigueur, c'était la figure étrangère, donc là c'était facile à stigmatiser, mais Rosa Luxembourg l'était particulièrement en vertu donc, de ses origines juives, donc qu'elle revendiquait relativement peu par ailleurs, mais c'est une autre question. Alors ça, c'est quelques éléments de contexte que je voulais signaler. Je passe directement maintenant, c'est vraiment pour introduire la discussion, au premier pas du nazisme. Parce que, évidemment, quand on parle de 1941, excusez-moi de dire une banalité, on n'est pas loin chronologiquement de la prise du pouvoir des nazis, parce qu'il y a toute une série de régimes qui ont duré beaucoup plus longtemps. Le propre du nazisme, c'est qu'il a quand même duré au pouvoir relativement peu de temps. Et quel est l'esprit, si je puis dire, des dirigeants nazis en 1933 et ce qu'il en reste en 1941 par rapport aux figures que je viens d'évoquer. Le 30 janvier 1933, lorsque le maréchal Hindenburg, qui est extrêmement populaire, grand maréchal, pardon, je mets des guillemets à grand, mais de la Première Guerre mondiale, appelle Hitler à la chancellerie, Hitler, dans un premier temps, comment dirais-je, réunit un gouvernement qu'on qualifierait de droite large avec différents courants. Parce qu'évidemment, on connaît, nous, les étapes d'après, le monolithisme, le fait qu'il se débarrasse de son aile gauche, des SA, des Sturmabteilung, etc. Mais dans un premier temps, il y a une sorte de coalition derrière Hitler. C'est ce que dit un des plus grands historiens du nazisme, Jan Kershaw, quand on se pose la question est-ce que la bourgeoisie allemande ou ses différentes fractions ont véritablement voulu soutenir Hitler sans penser aux conséquences. J'aime bien l'expression qu'il emploie, même si elle prête aussi à la discussion. Il dit c'est l'erreur tragique de la bourgeoisie allemande, qu'ils ont misé sur quelqu'un pour se débarrasser d'un certain nombre de gens sans mesurer les conséquences. Mais quel était l'objectif politique dans un premier temps de Hitler et surtout de ses soutiens? Et je terminerai là-dessus. Quand vous travaillez sur l'histoire du nazisme, ce qui à proprement parler n'est pas directement mon cas, mais plus sur le versant mouvement ouvrier, mais évidemment, il faut que c'était le mouvement ouvrier le plus puissant au monde qui a quand même été décimé, donc il faut quand même essayer d'un peu comprendre pourquoi. Bon, on s'intéresse évidemment aux aspects les plus sombres et les plus exterminateurs du nazisme, et c'est bien logique, et la rationalité de la démarche des dirigeants allemands, évidemment, pose toujours question, que ce soit pour l'extermination des Juifs ou pour une chose qui est entre guillemets moins connue ici, mais qui est très importante dans l'histoire allemande, qui sont les marches de la mort imposées à la population allemande en 44-45, alors que la guerre était terminée, que l'état-major allemand savait très bien qu'il avait perdu. Ils ont mis les Allemands sur des routes, ils ont laissé mourir par dizaines, des centaines de milliers. Donc toutes ces questions-là se disent, il n'y a pas de rationalité politique là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le sujet du jour, mais je le signale. Par contre, en 1933, 1934, les premières étapes du nazisme, là, il y a une rationalité politique très forte et très calculée. Je voudrais citer quelqu'un qui a joué un rôle. Alors, certains historiens disent que c'est lui qui a véritablement convaincu Hindenburg et toute sa clique, si vous me permettez l'expression, de faire le pari d'Hitler en janvier 1933. C'est Franz von Papen, qui était en fait un leader de la partie prussienne de l'Allemagne, qui avait été chancelier en 1932 et qui est le premier vice-chancelier d'Hitler en janvier 1933.
Franz von Papen a été ensuite écarté dès l'année 1934, c'est le moment où Hitler se débarrasse d'un certain nombre de ses premiers soutiens, et en vertu du fait qu'il est devenu un opposant très relatif, en fait il était nommé ambassadeur plusieurs fois, de plus en plus loin, vous savez en politique c'est souvent ce qui vous permet de vous débarrasser de ceux qui vous ont soutenu sans les éliminer, parfois vous les nommez ambassadeur loin, mais bref, il était ambassadeur en Autriche puis dans l'Empire ottoman, c'est intéressant parce que d'ailleurs l'Allemagne nazie a eu un rapport assez ambivalent d'alliance parfois avec l'Empire ottoman, avec un port. Donc von Papen dit la chose suivante dans ses mémoires, parce que Franz Papen sera acquitté au procès de Nuremberg en 1945 en vertu du fait qu'il a été écarté dès 1934. Il mourra, si je me souviens bien, en 1969, donc très tardivement. Il a écrit des mémoires qui sont très intéressantes où il explique, il essaie de justifier sa démarche. C'est quelqu'un qui vient du Zentrum, donc c'est le parti catholique conservateur, et c'est la frange qui va soutenir l'hitlérisme. Il dit la chose suivante pour justifier le soutien à Hitler dans un premier temps, tout en, évidemment, il critique ensuite parce qu'il essaie de justifier sa propre action, mais il dit ça. La menace d'une alliance socialo-communiste nous avait mis dans l'obligation de prendre des mesures radicales. Et effectivement, les premières semaines du régime nazi, entre janvier et mars, ont été occupées à se débarrasser de tout le flanc gauche du spectre politique. Pour ceux qui peuvent encore écrire, dire que les ouvriers ont soutenu Hitler, etc. Les ouvriers, en tant que catégorie socio-professionnelle qui représentait la moitié de la population active à ce moment-là en Allemagne, n'ont pas soutenu électoralement Hitler. C'est toutes les autres franges qui ont beaucoup voté pour lui. Le mouvement ouvrier était puissant, très organisé, et les premiers mois de l'hitlérisme vont être consacrés à détruire les organisations du mouvement ouvrier méthodiquement, en saisissant un prétexte, si je puis dire, enfin un prétexte qui est réel. Alors je vous passe sur les dizaines de livres qui ont été écrits sur cet événement, mais pour en réfléchir aux conséquences, qui est l'incendie du Reichstag, donc 2 mois après son arrivée au pouvoir. Bon, quels que soient les motifs exacts qui ont poussé un Néerlandais illuminé de sensibilité communiste à mettre le feu au Reichstag, Hitler s'en est servi pour éliminer les organisations politiques du mouvement ouvrier. Il faut savoir que dès le lendemain de l'incendie du Reichstag, dans la première nuit qui a suivi, vous avez 4000 permanents du KPD qui sont arrêtés, de nombreux dirigeants sociaux-démocrates, y compris des libéraux, des démocrates, pas que des gens issus du mouvement ouvrier. Et là, il y a une marche très rapide à l'interdiction des courants. Et c'est dans ce socle-là qu'ont été formés ensuite les dirigeants nazis. Les premières personnes en Allemagne à partir dans des camps de concentration sont des dirigeants politiques. On estime à environ entre 220 et 300 000 personnes qui partent dans des camps comme Buchenwald, qui sont, comme vous savez, des camps politiques. Et ce sont les cadres du mouvement ouvrier organisé. Et là où c'est très rationnel en termes politiques, c'est qu'il ne s'agit pas de se... Par exemple, on dit parfois, ils veulent se débarrasser des socialistes et des communistes. Mais c'était le premier parti social-démocrate allemand du monde et le premier parti communiste d'Europe occidentale. Donc ils ont dilapidé soigneusement les cadres de ces organisations, accompagnés par toute une propagande effectivement antisémite, très forte, assimilant le judaïsme au bolchevisme, mais pas que. Il y avait aussi, quand j'ai entendu, parce que je connais beaucoup moins bien la question des otages et la façon dont tout ça a été dissocié, donc j'écoutais très attentivement, là aussi il y a une forme de dissociation entre l'antisémitisme viscéral qu'il va y avoir à l'égard des juifs spécifiquement quelques années plus tard, et l'anticommunisme qui, entre guillemets, brasse plus large, notamment dans la première période où Hitler est en coalition. Après, il va éliminer, comme vous savez, tous ses opposants. Mais cette première période me paraît emblématique et nous permet de comprendre comment les choses ont été mises en place. Voilà les quelques éléments que je voulais avancer aussi pour vous dire, parce que, bon, comme Chapoutot n'est pas là, mais pour dire que le nazisme, aussi étrange que ça puisse paraître, vu le nombre d'études qui lui ont été consacrées et vu son importance historique, continue à susciter un certain nombre de discussions historiographiques. Je vous ai pris ce qui me paraissait plus en phase avec notamment, comme on a parlé de l'interdiction du PCF, des mesures de répression à l'égard des communistes français. Il faut savoir que quand même, tous ces responsables allemands à Berlin, puisqu'il a beaucoup été de questions d'aller-retour entre la France et l'Allemagne, leur premier acte politique en étant au pouvoir en Allemagne, ça a été de se débarrasser du communisme allemand, qui était un de leurs principaux problèmes au moment où ils sont arrivés au pouvoir, et encore une fois, dans le cadre d'une coalition politique relativement large, quand bien même celle-ci s'est restreinte très vite, à partir de 1934. Voilà les quelques éléments que je voulais introduire, parmi d'autres, et qui auraient dû être davantage discutés, mais il y aura certainement d'autres occasions encore de prolonger la discussion là-dessus. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre quelques questions, soit sur les quelques éléments que j'ai introduits brièvement, soit de revenir à des questions même, c'est pas forcément dissocié d'ailleurs, hein, parce que ces figures-là ont été très présentes, par rapport aux interventions de ce matin. Donc ceux qui sont frustrés de leurs questions de ce matin peuvent les reposer, et ceux qui veulent prolonger sur les thématiques un peu plus larges, politico-idéologiques, même de ce qui s'est passé en Allemagne et des conséquences que ça a eu, notamment en France, peuvent le faire également. Voilà, nous avons un petit peu de temps.
est-ce que je peux te poser une question? Mais Serge Volikov peut poser des questions, évidemment. Non, c'est pas ça. C'est faire en sorte que ce soit d'abord ceux qui n'ont pas posé de questions ce matin qui les posent maintenant. Priorité aux primo-arrivants des questions. Ah, il y a monsieur que j'avais vu ce matin, à qui j'avais dit qu'on n'avait plus le temps, qui peut peut-être poser sa question du coup en premier. Non, monsieur au milieu d'abord. Ah oui, voilà. Et monsieur Manessis, dont on connaît donc patronyme, donc après. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Coineau. Je suis adhérent à un certain nombre d'associations. Je vous fais grâce de l'organigramme. C'est la deuxième fois cette semaine que j'entends une remarque où j'aimerais bien qu'on m'explique le fondement de ce retour permanent, aussi bien dans les revues de la télévision que dans la presse de droite, et puis parfois dans nos conférences. Quand j'entends le Parti communiste rentre en résistance après le 22 juin, je trouve que c'est un peu court. Par exemple, à Clichy, on a le premier guillotiné par Pétain, André Bréchet. Il rentre en résistance très tôt. Il va même participer avec Tréant et puis je ne sais plus qui à la rencontre avec les Allemands pour la reparution de l'humanité. Bon, ça ne s'est pas fait, tout le monde le sait, certains en parlent, pas tout le temps. Mais alors, cette idée permanente, parce que l'autre fois, c'est Jean-Marc Berlière à Nanterre qui, en répondant à une question d'un présent, reprend ce thème. Les communistes rentrent en guerre après le 28 juin. Donc, je suis intervenu, je lui ai dit que ce n'était pas vrai, et je lui ai parlé d'André Bréchet. Bon, je vous en fais grave, puisque André Bréchet, vous le connaissez comme moi. Donc, je me tais, j'ai déjà été trop long, je suis désolé, je ne sais pas faire court. Merci. Alors, peut-être si vous voulez réagir directement, et puis en Manessis pourra parler ensuite. Je pense que c'est une question de définition. J'ai pas dit que des communistes n'étaient pas entrés en résistance avant l'été 1941. Simplement, le Parti communiste en tant que tel, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, n'est pas entré en résistance avant l'été 1941. Et ça, tous les faits le confirment. La répression le confirme aussi. Et les rapports de l'administration militaire, notamment les rapports des services de renseignement, eux-mêmes constatent cette neutralité du Parti communiste. À tel point que, pour vous montrer jusqu'où ça va, ce sont les autorités allemandes qui vont freiner les intentions des autorités françaises dans le nord de la France pour limiter la répression contre les communistes. Il faudra attendre le mois de juillet 1941 pour que l'administration militaire de Lille donne enfin l'occasion aux Français de pouvoir ouvrir un camp d'internement où elle souhaite interner les communistes qu'elle veut arrêter. Sauf que les Allemands ne veulent pas de camp d'internement dans le nord de la France. Donc ils donneront l'autorisation d'ouvrir ce camp à partir de septembre 1941, mais à l'extérieur de la zone, en France occupée, parce qu'ils ne veulent pas voir de camp qui rassemble les communistes dans le nord de la France. Alors oui, il y a des communistes qui se sont engagés dans la résistance. On a des cas de dépôt d'armes, de stockage d'armes au printemps 1941, en février 1941. Il y a un monsieur qui s'appelle Aucouturier qui est condamné à une peine de travaux forcés par le tribunal militaire d'Arras et qui est déporté dans les prisons du Reich pour purger cette peine pour ce dépôt d'armes. Mais on n'a pas un engagement de la direction politique du PC sur place d'engager une résistance globale contre l'occupant. Les autres intervenants de ce matin avaient quelque chose à rajouter, je crois aussi. Allez-y. Alors c'est un sujet rebattu, hein, cette question de la résistance communiste avant l'invasion de l'Union soviétique. Je l'ai traité assez longuement, de fait, dans mon ouvrage sur l'État contre les communistes. Qui fréquente la documentation aussi bien des responsables de Vichy et des préfets de Vichy que la documentation allemande montre que les communistes sont un ennemi malgré l'existence du fameux pacte germano-soviétique et les occupants considèrent bien évidemment les communistes comme leur ennemi. Alors j'en ai un exemple en tête, mais je ne les ai plus tous maintenant. En février 1941,
le responsable de la Gestapo, qui s'appelle Karl Bömelburg, rencontre le responsable à Vichy des renseignements généraux et indique que le communisme est un fléau universel et brode là-dessus assez longuement. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'attentats contre les matériels ou contre les personnels allemands avant juillet, disons, 1941. Il n'empêche que l'activité communiste est extrêmement importante, l'activité politique est extrêmement importante et est regardée de très près, à la fois évidemment par Vichy, mais aussi par les occupants. La preuve en est, c'est que la reprise, parce que pendant tout l'été 1940, la répression des occupants est menée sur la base de leur législation de guerre. Et effectivement, les communistes ne sont pas cités spécifiquement, mais en gros, tous les fauteurs de troubles. Sauf que les fauteurs de troubles communistes à cette époque, les fauteurs de troubles à cette époque, sont essentiellement les communistes et le Parti communiste qui est resté, et aussi bien Vichy que les Allemands expriment cette idée que c'est la seule organisation politique qui est restée en place. Et donc, lorsque les Allemands trouvent avantage à déléguer la répression anticommuniste à Vichy, donc à l'automne 1940, l'ouverture du premier camp d'internement français, donc à Hincourt, eh bien, elle est autorisée par non seulement la Gestapo de Paris, mais il en est fait référence directement à la Gestapo de Berlin. Et c'est Berlin qui donne l'autorisation donc d'ouvrir ce premier camp d'internement. Alors, il y a un nombre très important d'éléments qui montrent que cette réflexion sur la résistance communiste avant 1941, elle est un peu biaisée. Elle est un peu biaisée parce que qu'est-ce qu'on entend par résistance ? Avant l'été 1941, il y a eu certes quelques attentats, quelques sabotages, mais qui sont la plupart du temps des sabotages individuels, mais qui ne sont pas menés par des organisations qui ont mis à leur objectif donc de telles actions. Et c'est effectivement à partir de l'été 1941 qu'on a véritablement un développement important donc de ces sabotages et de ces attentats qu'on a appelés la lutte armée. Donc c'est vrai qu'avant l'été 1941, il n'y a pas de lutte armée en France. Il y a quelques réactions individuelles de personnages ici et là, et notamment certainement donc dans le Nord-Pas-de-Calais, mais pas uniquement. Et donc, cette problématique, elle est un peu biaisée. C'est vrai que la résistance communiste, donc avant l'été 1941, c'est une résistance principalement politique. Mais c'est la résistance de tout le monde. Puisque la résistance à cette époque, c'est soit le renseignement, soit l'aide à l'évasion de prisonniers, notamment de prisonniers de guerre, soit donc essentiellement soit la propagande politique, la contre-propagande. Donc je dirais que c'est un sujet qu'il faut prendre avec précaution et considérer un peu, voilà, en ayant l'esprit ouvert et voir que les données sont un petit peu pipées, parce que qu'est-ce qu'on appelle résistance ? Si c'est la résistance armée, clairement, il n'y a pas de résistance armée avant l'été 1941, sauf quelques éléments donc qu'on a pu citer ici ou là. Alors c'est une réponse qui est forcément très bien, qui en appelle d'autres. Merci. Vous vouliez dire quelque chose aussi ? Le micro. Supplémentaire, très clairement, en tout cas pour les Allemands, le Parti communiste n'est pas une organisation de résistance au sens où ils l'entendent, c'est-à-dire qu'ils ne s'en prennent pas à l'occupant. Clairement, les appels à la lutte armée... Parlez davantage dans le micro, pardon. On ne vous entend pas. Ça devient
une deuxième peau. L'appel à la lutte armée, clairement, il date de l'après juin 1941, après l'opération Barbarossa. Pour le reste, le Parti communiste n'entre pas en résistance contre l'occupant avant l'été 41. Ça n'empêche pas des communistes d'être, eux, entrés individuellement en résistance. Et pour ce qui concerne également la résistance politique, pour apporter une précision supplémentaire, le Parti communiste s'en prend essentiellement dans un premier temps à Vichy, pas à l'occupant. Il y a une inflexion très claire dès le printemps 41. Voilà. Au printemps 41, avec le Front National, il y a une inflexion qui se fait. Et les Allemands, d'ailleurs, la saisissent. Ils commencent à se rendre compte que la propagande communiste commence à s'en prendre davantage également à l'occupant et plus seulement à Vichy, mais ce n'est pas le cas auparavant. Donc voilà, donc en tant qu'organisation, oui, le Parti communiste entre en résistance et appelle à la lutte armée après l'été 1940. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, priorité à ceux qui l'ont levé en premier et ceux qui n'ont pas encore parlé ce matin. Dans ce cadre, Monsieur Manessis, Monsieur là, excusez-moi, je ne connais pas tout le monde, Monsieur et Monsieur. Et Volikov veut parler aussi, mais ça, il aura le droit aussi. Oui, bonjour. Oui. Dimitri Manessis, docteur en histoire. J'avais une question d'abord pour Gaël Heisman. Pardon, excusez-moi. Oui, en fait, je saisis la perche que vous avez tendue lors de votre précédente intervention. Est-ce que vous pourriez expliciter le qualificatif d'asociaux que les nazis utilisent? Et j'ai une deuxième question pour Jean-Numa Ducange cette fois, ou pour d'autres d'ailleurs. C'est sur à quel moment le terme lui-même judéo-bolchevique apparaît? Est-ce qu'il apparaît dès 17? Est-ce qu'il apparaît un petit peu après? Et où? Voilà, merci. Alors le terme d'asociaux en France occupée, parce que c'est un terme qui est employé par le régime nazi depuis longtemps. De manière générale, pour les nazis, les asociaux, ce sont tous les inadaptés à la société. Et qui en tant que tels doivent être envoyés en camp des 33, enfin assez vite en Allemagne, pour pouvoir être rééduqués, etc. Donc ce sont des marginaux en fait. Donc dedans, il y a les proxénètes, il y a des prostituées, il y a des femmes qui se sont fait avorter, il y a des droits communs, etc., etc. Et donc cette catégorie, elle est considérée et elle commence à être prise en compte dans les catégorisations mises en place par l'administration militaire allemande pour viser les otages à partir d'avril 1942, en fait, début avril 1942, donc c'est relativement tardif. Et c'est Hitler qui demande à l'époque, on est début avril 1942, qui considère qu'il ne faut pas s'en prendre justement qu'aux juifs à l'époque, mais plutôt et aux communistes, et aux asociaux, et aux anarchistes, c'est-à-dire qu'il fait une énorme catégorie. Et les justifications officielles, c'est qu'il est de notoriété publique que ces gens-là sont proches des milieux communistes. Donc voilà, la justification officielle donnée à cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement quelques proxénètes, notamment, qui vont être inclus dans cette catégorie. Voilà. C'est avril 1942 pour la France. Alors, peut-être pour ajouter quelques éléments sur le judéo-bolchevisme, alors de manière compacte, si je puis dire, et systématique. Chapoutot aurait eu plus d'éléments précis que moi, c'est très présent dans le discours nazi dans les années 20, mais si je ne dis pas de bêtises, et là pour le coup j'ai en mémoire la presse de fin 18, début 19, donc le tout début de la République de Weimar, l'association juif bolchevique, le terme en tant que tel, l'association en tant que telle n'est peut-être pas encore formulée telle quelle, mais par exemple ce que je dis sur Rosa Luxembourg est très très clair, c'est-à-dire que c'est le double stigmate qui apparaît. Et il y a un autre élément sur lequel Serge Volikov est impatient d'intervenir, que je n'ai pas cité tout à l'heure aussi, mais qui est, il ne faut pas oublier, alors, et d'ailleurs je sous-estimais moi-même jusqu'à il y a quelques semaines, je fais travailler un petit peu sur les 18-19 et sur la présence des différentes populations à Berlin et à Vienne pendant cette période-là. Il y a énormément, parce qu'on pense aux Russes blancs à Paris, mais en fait les Russes blancs, ils sont surtout, c'est moins loin, c'est effondré, ils sont beaucoup dans les grandes capitales allemandes, notamment à Berlin, qui est évidemment, comme vous savez, considérablement à l'est. Et vous avez un milieu russe blanc très anticommuniste, souvent très antisémite. Il faut savoir que, bon, ça, pour le coup, je connais bien, au début du XXe siècle, le pays de l'antisémitisme, ce n'est vraiment pas, enfin c'est pas mal déjà, je veux dire, mais là c'est pas à Berlin ou à Vienne que ça se joue, c'est en Russie, c'est l'Empire russe, c'est le tsar et c'est là où il y a les pogroms. Dans la presse occidentale, enfin donc ouest européenne, les pogroms sont décrits comme vraiment montrant que la Russie est un pays absolument barbare, etc. Bon, il y a des considérations quasiment orientalistes là, mais ce qui est certain, c'est que c'est là que ça se joue, et ce qui est clair, c'est que l'antisémitisme, vous savez, ce fameux texte, en fait bien plus diffusé dans un premier temps que Mein Kampf, qui est les protocoles de Sage de Sion, c'est une production russe, etc. Donc là, il y a un élément qui est très fort,
dans la population russe, et donc dans la sélection, si je puis dire, des Russes qui partent par hostilité au bolchevisme. Bon, il y a des gens de toute tendance, y compris des sociodémocrates, mencheviks, SR, etc. Mais il y a quand même une grande part de ces Russes qui sont très antisémites, et ça joue un rôle dans la propagation du terme et en France et en Allemagne. Là, pour le coup, je connais bien l'Allemagne parce que il y a cette assimilation-là qui est faite par un certain nombre de responsables politiques allemands. Mais vous avez une partie de la population russe qui est présente par centaines de milliers, qui joue ce rôle-là. Donc voilà, donc c'est à avoir en tête. J'enchaîne juste pour dire qu'on est dans un terme qui a comme tu as parlé d'internationale européenne, ça circule, et à la fois chez les conservateurs britanniques, les tenants de l'Empire britannique, y compris Churchill, on a toute une série de remarques sur le judéo-bolchevisme et le danger du judéo-bolchevisme dans les années 20, qui est des formulations au moment où Churchill est assez proche du fascisme italien. Ça ne veut pas dire qu'il restera tenant de cela jusqu'au bout, non, bien sûr. Mais et dans la presse française et l'extrême droite française, chez Maurras, dans l'Action française, chez Béraud, dans les journaux de l'extrême droite française après 1936, l'assimilation au Front populaire et au bolchevisme et aux juifs est vraiment quelque chose de récurrent et de fort. Je dis cela parce que, évidemment, la référence au judéo-bolchevisme, ça peut être un terrain commun pour la collaboration en France. Et ce matin, on parlait du filtre, pas du filtre, des préoccupations idéologiques, sans doute plus dans l'ensemble de la France que dans le Nord ou dans les régions du Nord, parce qu'il y a le régime de Vichy et qu'il y a la question des modes de la collaboration. Les collaborationnistes, c'est une chose, mais il y a l'État français, c'est autre chose, et que sans doute ce qu'on pourrait appeler une réconciliation de la collaboration se fait sur le thème du judéo-bolchevisme. Dans l'année 42, on a les expositions en France sur l'antisémitisme, sur le juif, etc. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler une culture politique qui fait référence, qui, au passage, nous montre à quel point, aujourd'hui encore, il faut réfléchir à cela. Quand d'aucuns, je l'ai dit ce matin à mot couvert, mais je pense qu'il faut le redire à mot découvert, quand, par exemple, on a des hommes politiques en France qui expliquent que le régime de Pétain a pris la défense des juifs français. Alors que depuis ce matin, on évoque le fait que pour être otage, on était sélectionné comme juif français. Non, mais vous avez bien entendu. Eh bien, ça participe de cette idéologie du judéo-bolchevisme dont je parlais tout à l'heure pour l'époque. Et je me tais après, et je passe par un peu plus loin que nous, mais dans l'Union européenne, vous avez un certain nombre de pays d'Europe centrale qui cultivent la nostalgie de leurs dictateurs entre deux guerres, parce qu'effectivement, notamment c'est le cas d'Horthy, ils n'ont pas été à proprement parler pro-nazis, au contraire, ils ont même éliminé leur aile droite à un moment donné, mais qui était d'un anticommunisme et d'un antisémitisme pourtant avéré. Donc ce n'est pas propre au nazisme, mais parfois le fait que des courants, disons, fascisants et éliminer leurs nazis locaux, si vous me permettez l'expression, eh bien leur permet de se dédouaner de cette culture politique-là qui n'était pas du tout spécifique aux nazis en tant que tel. Il y en avait une infinité de gens qui pensaient le plus grand mal, et des juifs et des communistes. Donc voilà. Bon, cela étant dit, tout le monde a compris que personne ne les aimait à cette époque-là, mais monsieur. Non, mais c'est important de dire, c'est l'impression que c'est les nazis. Les nationaux conservateurs en Allemagne, à commencer par eux. Oui, je m'excuse peut-être avant de poser ma question. Non, vous excusez pas, allez-y. Si je puis dire, nos amis chercheurs. C'est sur cette question évidemment sensible, je voudrais donner mon avis très rapidement sur la période dans laquelle le Parti communiste français entre en résistance. Parce que je voudrais conforter et détailler très vite les propos qui ont été tenus à la tribune sur effectivement l'appel à la lutte armée, c'est juin et l'été 41. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu avant, pas seulement des communistes, il y a eu des communistes bien avant, mais il y a eu aussi des dirigeants communistes. Par exemple, lorsque l'humanité est interdite, que les parlementaires communistes sont emprisonnés ou déportés, Étienne Fajon, qui à ce moment-là est mobilisé dans l'armée française, monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix du refus de
de l'abandon du peuple français à l'occupation. Et on pourrait citer d'autres choses. L'appel de Charles Tillon, qui a encore été moins entendu que celui du général de Gaulle, mais qui est la veille, ou l'appel conjoint de Maurice Thorez et de Jacques Duclos le 10 juillet. Mais pourquoi je rappelle ça? Parce que, et ça conforte les propos que j'entends à la tribune, c'est que pour le Parti communiste français, il y a aussi un cheminement théorique. À un moment, entre 39, fin 39 et début 40, on parle de guerre impérialiste. On parle de guerre impérialiste. Tous les documents que le Parti communiste français maintenant, ses archives, on parle de guerre impérialiste. Et donc forcément, dès lors qu'on est sur ce concept-là, alors le rapport à ce qu'il faut faire ou pas est différent. C'est ensuite que la question de la lutte antifasciste, un combat de libération nationale, vient à maturité dans le Parti communiste français et dans sa direction. Donc je dis ça parce que c'est évidemment une question sensible pour les communistes dont je suis, mais il y a des réalités historiques auxquelles on ne peut pas couper. La demande de réapparition de l'humanité auprès de l'ambassadeur allemand à Paris, ce n'est pas une initiative individuelle de Tréant. La direction du Parti communiste, qui est composée de Jacques Duclos, Benoît Frachon et Charles Tillon, c'est le trio de direction, n'est pas en dehors de cette démarche, ce qui n'enlève rien à la difficulté du moment présent. Jacques Duclos explique que lorsqu'il revient à Paris... Pour y réduire. Lorsqu'il revient à Paris, il a moins de 200 militants communistes en réseau, en contact, sur le territoire national. Donc la difficulté... voilà, je voulais donner ces éléments-là parce que ça me semble, de mon point de vue, important. Ma question, elle est simple. Une question, oui. Non, ma question, enfin, comment dire, c'est sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sur la montée du nazisme en Allemagne et l'élimination du mouvement ouvrier. Il y a quelques années, j'ai plus l'année, je crois que c'est 2012 ou 2013, le Nobel de littérature est consacré à ce fameux dîner des donateurs de Hitler avec les principales puissances, on dirait le CAC 40 maintenant, économiques du pays, Porsche, Crump, Telefunken, etc., qui basculent dans l'appui à Hitler. Je dis ça parce que ça renvoie à des questions très, très, très actuelles. C'est-à-dire qu'une partie des forces de l'argent, du capital, le plus puissant, font le choix du fascisme pour leurs intérêts. Donc voilà, je pense qu'on l'a fait. Très bien. Non, mais je peux répondre très vite et passer la parole ensuite. Il y avait une personne qui avait levé la main. Monsieur, ce sera après. Oui, monsieur d'abord, qui est plus devant moi. Oui, alors, bon... Les seules raisons, les seules explications entre guillemets économiques du ralliement d'une grande partie, pas tous quand même, du grand patronat allemand au nazisme. Bon, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et il faut immédiatement dire aussi qu'effectivement leur problème, pour le coup, alors il y en a beaucoup qui n'aimaient pas les juifs non plus, mais enfin il y avait quand même un certain nombre de juifs parmi eux aussi. Leur objectif c'était de se débarrasser de la trop grande influence de la social-démocratie et du KPD. Et par ailleurs, c'était pas une opposition politique abstraite entre différentes forces. Les sociodémocrates avaient eu le pouvoir en 18-19, alors certes, ils avaient écrasé les spartakistes, mais il y avait toute une série de lois sociales qui avaient été votées à ce moment-là, dont une partie de la bourgeoisie allemande voulait se débarrasser depuis le début, à commencer par la loi des 8 heures, qui a été votée d'ailleurs dans aux 4 coins de l'Europe à ce moment-là, mais toute une série de lois sociales ils voulaient avoir les mains libres, si je puis dire. Et effectivement, dans ce contexte-là, ils préféraient appuyer Hitler et les forces politiques qui étaient autour de lui. Encore une fois, il y avait des courants conservateurs non nazis qui l'ont appuyé. C'est important parce que sinon on a l'impression qu'il y avait une espèce de décroissance nazie d'un seul coup. C'est pas du tout le cas. Donc, mais effectivement, l'élimination, je ne sais pas si tout le monde souhaitait l'élimination physique, mais en tout cas la marginalisation totale du mouvement ouvrier. Je pense que beaucoup de gens de l'élite allemande avaient en tête ce qui se passait en Europe centrale de manière générale, d'avoir un pouvoir autoritaire ferme, dur, qui enferme les communistes et les sociodémocrates. C'était le cas en Pologne, c'était le cas en Hongrie, ça allait être aussi le cas en Autriche peu de temps après, c'était le cas en Roumanie. Donc il y avait un modèle politique vraiment pleinement international. C'était de se débarrasser du flanc gauche du champ politique, qui avait un grand succès à ce moment-là. Monsieur.
Oui, bonjour. Donc, je suis Julien Legros du mensuel Le Patriote Résistant. Abonnez-vous. C'était mon instant Mediapart. Plus sérieusement, je voulais juste rappeler qu'il y a eu un épisode important en 1940, puisqu'on édite aussi le supplément du Conseil national de la résistance et de la déportation. Et donc sur le thème 1940, il y a cette fameuse manifestation du 11 novembre 1940, à laquelle ont participé un certain nombre de communistes, dont Francis Cohen, qui témoigne là-dessus, suite notamment à l'arrestation de Paul Langevin le 8 novembre 1940, qui lui-même était communiste. Donc ça me semblait aussi important, vous parliez de résistance politique, de rappeler ce fait qui est assez peu, à mon sens, médiatisé. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait Serge Volikov, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose dans la discussion là, parce qu'il faut qu'on essaye de centrer notre discussion sur le sujet quand même. Tout est dans tout, hein. Non, mais en plus je suis très intéressé. Mais je me permets de ne pas répondre moi sur les sujets que je connais bien parce que il faut rester sur les otages et les exécutions. Il y a une question qui se pose, qui a été abordée par plusieurs des intervenants dès ce matin, c'est la constitution des viviers d'otages. C'est-à-dire comment, à un moment donné, à partir de l'été 41, les Allemands ont les moyens finalement de prélever des otages d'un type nouveau, des otages qui doivent expier et qui sont pas seulement des notables à la mode ancienne qu'on prenait pour leur notoriété, on les arrêtait à la demande, si j'ose dire, ils étaient là, on les prenait, c'était des otages. Là, on a une nouvelle forme d'otage. Or, là, ça fait le lien avec ce que plusieurs d'entre vous ont dit, c'est qu'il y a une pratique de l'internement administratif, d'arrestation préventive, qui se sont passées pour l'essentiel à partir de l'automne 40 et qui se sont poursuivies parfois jusqu'au printemps 41. Je vais prendre deux exemples. Une grande partie de ceux qui sont après transférés à Choiseul, à Châteaubriand, ils viennent d'arrestations qui ont été faites autour du 5 ou 6 octobre 1940. Par les Français ? Par les Français, exactement. Et justement, ça éclaire quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le préfet de police de l'époque, Longeron, et bien d'autres. L'administration française, dans vos ouvrages les uns les autres, vous le montrez très bien. Moi, je l'ai retrouvé aussi dans des télégrammes ou dans des choses comme ça. C'est eux qui sont extrêmement méfiants à l'égard des communistes, qui trouvent que l'Allemagne a joué, les dirigeants allemands ont joué un jeu dangereux en les laissant aller et qu'il faut les arrêter. Les arrêter quand certains communistes jouent le jeu du retour à la légalité ou à la tentative de remettre les pieds dans les mairies, etc., pour se faire voir. Dans le même temps, d'autres communistes, parce que la réalité de l'unité de la direction du Parti communiste français est beaucoup plus problématique qu'on l'a dit, parce que si Jacques Duclos est en France, il revient de Bruxelles au mois de juillet, il revient au mois d'août, début août, et Frachon est en province, Tillon est ailleurs, c'est plus tard qu'ils seront en quelque sorte réunis. Et ce que vous avez dit, les initiatives à l'égard des Allemands, elles viennent aussi d'orientation de l'internationale communiste. Hein. On a publié il y a déjà longtemps les télégrammes. Tout ceci est complexe, mais dans la réalité, il y a des initiatives dans certains territoires. On n'a pas parlé de Guingouin. On a parlé de Tillon. Il y a des initiatives, Marcel Paul qui ramasse les armes en Bretagne, et ainsi de suite. On a des textes qui signalent effectivement au printemps 41 qu'il faut essayer de constituer un front de libération nationale. Alors ça se passe en mai, il y a Jean-Richard Bloch qui est à Moscou et qui envoie des courriers en faisant une sorte de relation de ce qui se passe en France. Donc il y a un processus, même politique. Est-ce que ça a irrigué partout? Est-ce que ça se développe partout de la même manière? Non. Et tout ce qui a été... Donc, quand quelqu'un qui vous répond de façon certaine, non, il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé comme Berlière, il est particulièrement au courant de tout cela. Donc, voilà, c'est ça la réalité. Mais la question des viviers d'otages, c'est savoir comment un homme comme Gabriel Péry est arrêté au printemps 41
Il est arrêté pas n'importe comment. On a une certaine attention à la Fondation Gabriel Péri pour Gabriel Péri. Il y a Alexandre Courban qui, dans la salle, connaît parfaitement Gabriel Péri, son histoire, il a écrit dessus, et on en reparlera bientôt. Mais Gabriel Péri, il a eu une attitude d'une grande, comment on va dire, mesure et inquiétude au moment du pacte. Hein, on le sait. Et c'est la direction du Parti communiste qui le récupère, entre guillemets, pour lui demander de se mettre à écrire et à travailler contre l'idéologie nazie triomphante à l'Assemblée nationale, quand Rosenberg vient faire ses topos pour vanter le nazisme et la nouvelle époque. Et il est arrêté au printemps 41. Donc vous voyez, dire que le Parti communiste, du point de vue politique, idéologique, a fait en quelque sorte, à ce moment-là, a une attitude complètement abstentionniste par rapport à l'Allemagne, c'est pas si simple. Cela dit, le Parti communiste traite comme un boulet l'analyse de la guerre interimpérialiste. Et vous le savez, on a publié les documents que Dimitrov, quant à Torres, n'en parlons pas, les dirigeants communistes européens n'étaient pas au courant de la décision de Staline. Il faut que Staline les convoque, les invite et leur dise que la guerre a changé. Torres est parti à l'armée. Les députés communistes votent les crédits de guerre, et ainsi de suite, hein, vous le savez. Donc, il faut avoir une représentation d'un parti communiste qui a été perturbé. Quand on parle des militants juifs, on sait que toute une série, Raïski l'a dit 25 fois, mais pour eux, c'était impensable d'imaginer qu'avec le pacte germano-soviétique, on fasse plus de différence entre les impérialismes. Voilà, cette situation-là doit nous interpeller. Mais ce qui doit aujourd'hui, sur le sujet, pas nous préoccuper, essayer de nous intéresser, c'est comment y avait-il ces viviers d'otages qui étaient là, qui étaient prêts et qui vont tout de suite servir. Voilà. Et un vivier idéologiquement constitué, hein, des militants, des cadres, des dirigeants, des élus locaux qui vont être là et qui vont être là dans le cadre d'une collaboration. Effectivement, les Allemands ont plus que de la chance, ils peuvent puiser là-dedans. Alors on a dit qu'il ne fallait pas exagérer la coopération de l'administration française. Elle existe. C'est pas eux qui font toutes les listes, mais ils aident à constituer les listes ici ou là. Il y a des très grandes compétences. Je voudrais juste compléter ce que dit Serge Volikov. Pardon, excuse-moi. Oui. C'est juste, pour être très court, 2 citations. Une première citation qui est d'une publication qui est destinée aux cadres communistes qui s'appelle « La vie du parti ». On en trouve d'autres qui s'appellent « Les cahiers du bolchevisme » de même nature. Une citation donc d'octobre 1940 qui dit très clairement « Les gouvernants de Vichy qui seraient balayés par le peuple s'il était libre de ses actes, s'il n'était pas garrotté par l'occupation, devient de plus en plus ouvertement les agents d'une politique qui leur est dictée. » Et ces citations de ce genre, on en trouve un certain nombre dans les documents communistes. Deuxième citation, le rapport du préfet de Seine-et-Oise en décembre 1940. Il dit « Les communistes ont choisi sur leur méthode éprouvée une idée simple qui est actuellement la plus obscurément répandue et qui groupera ainsi autour d'un mot d'ordre qu'ils feront leur le plus grand nombre de gens. Ils sont officiellement et eux seuls contre l'occupant. » C'est l'opinion du préfet de Seine-et-Oise. Cette opinion est reprise dans la synthèse des rapports des préfets de l'ensemble de la France occupée. Alors je suis désolé, mais lorsqu'on dit que les communistes ont eu une attitude individuelle, mais pas le Parti communiste, franchement, il y a énormément de documents qui prouvent le contraire. C'est une véritable légende, et c'est une légende qui, comme toute légende, doit être crevée par les historiens qui se plongent sur les documents. C'est pas des opinions politiques, hein. C'est un travail sur les documents eux-mêmes. Et les documents eux-mêmes, ils sont incontestables. Je vous ai cité tout à l'heure l'opinion de Bömelburg, je pourrais la citer intégralement, mais mes collègues ont peut-être été un peu trop longs, donc je ne veux pas l'être non plus.
Oui, juste, je ne vais pas être trop loin dessus, je vais passer la parole de monsieur. C'est vrai que, mais dans l'argumentaire, moi je connais beaucoup moins bien que la plupart des gens ici, mais l'inargumentaire global sur la guerre inter-impérialiste, ils reprennent l'argumentaire par rapport à la Première Guerre mondiale, de dire, comment dirais-je, la Première Guerre mondiale était une guerre impérialiste entre puissances impérialistes. En fait, d'une certaine manière, là, c'est le revival, c'est la même chose. Donc là, alors que le registre après change quand même du tout au tout, en faisant des camps, des fronts, etc. Oui, mais bon, on comprend qu'il y ait un certain nombre de gens qui aient pu être désorientés dans ce contexte-là. Bref, monsieur, oui, vous voulez réintervenir. Alors, peut-être monsieur d'abord, parce qu'il n'est pas intervenu ce matin. Monsieur, vous n'êtes pas intervenu ce matin, parce que moi, ça fait un peu... Mais ça n'empêchera pas d'embrayer. Monsieur, non, je donne la parole prioritairement à ceux qui n'ont pas encore parlé, ça me paraît logique. Excusez-moi, ça fait un peu scolaire, mais... C'est comme ça qu'on fait tourner un groupe classe. Hein. Moi, j'ai appris ça à l'IUFM il y a longtemps. Bon, monsieur. On a vu les dates et les vagues de grandes fusillades. Ouais. Il se trouve qu'il y a 4-5 ans, j'ai découvert, en me promenant dans le Nord-Pas-de-Calais, la citadelle d'Arras. Et là... Et donc, on ne la cite nulle part. Alors bon, bien sûr, c'était pas dans la zone... c'était dans la zone Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et donc... Est-ce que c'est pas un lieu d'exécution d'otages? Ah, c'est pas un lieu d'exécution d'otages. Parce qu'il y a un poteau et il y a des plaques par dizaines. Je sais pas, il y en a près de 200. Il y a eu 207 de mémoire fusillés. Mais ce ne sont pas des otages, ce sont des... Si vous voulez répondre à la place, vous pouvez. Ce sont des personnes qui ont été condamnées à mort devant les tribunaux militaires d'occupation. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est les dates d'exécution? Oui. Alors, ça fait partie aussi de tout ce paradoxe dans cette région qui subit une très très forte répression. Mais la première exécution par fusillade intervient dans le nord de la France à partir d'août 1941. Le premier fusillé, d'ailleurs un militant communiste, un Belge qui s'appelle Albert Beckaert, qui va être le premier condamné à mort dont la peine va être confirmée et exécutée sur place. Il n'y en aura pas avant, malgré l'opposition et malgré la résistance. Et les exécutions à la citadelle d'Arras, elles commencent au début 1942 et vont se poursuivre jusqu'à l'été 1944. Jusqu'au mois d'août, il y aura des personnes condamnées à mort exécutées dans les fossés de la citadelle. C'est le lieu principal d'exécution pour le Pas-de-Calais. Après, dans le nord, ça va bouger beaucoup entre les citadelles de Lille, le fort de Seclin, le fort de Bondu. On va voir les Allemands se déplacer pour ces exécutions. Et là, d'après les plaques, il n'y a pas d'ambiguïté sur... sur l'appartenance politique des fusillés. Non, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention ce matin. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fusille des otages, on condamne à mort et on exécute 130 militants communistes, là inculpés par les tribunaux militaires pour des actes de résistance ou particulièrement actifs. Ouais. Merci pour ces précisions. Une dernière question. Si on a une autre, il faut se manifester maintenant parce qu'après, on va tenir les délais. Non, pas de regrets. Monsieur Caldor, dernière question. Oui, pour les premières arrestations qui ont eu lieu après l'interdiction du parti, j'ai un document qui ne met pas en cause directement l'administration et les pouvoirs publics, mais le patronat. Le parti a fait de la propagande, il y a eu des mots d'ordre qui ont été répandus, et l'un des mots d'ordre que je vais vous lire est le document qui a entraîné l'enquête sur mon père et son arrestation. Et alors, une chose bien précise, c'est que la personne qui a dénoncé mon père, je vous dirai qui dans un instant après, n'a pas donné le nom de mon père, mais a demandé à la police d'identifier celui qui avait répandu ce document. Et ce document fixe d'une façon ou d'une autre, compte tenu des responsabilités de mon père, le 25 octobre 1939, à la direction des écoles de la jeunesse communiste, et ce n'était pas seulement une impulsion personnelle. Le document, il disait « Abat la guerre des riches, abat la guerre des riches
une seule force a fait reculer Hitler. Donc Hitler est considéré comme un des adversaires. La Russie, donc alliance avec la Russie pour la paix qui abattra Hitler. Pour qui se bat-on? Vive la France et vive la paix. Et à ce moment-là, l'armée allemande n'était pas encore sur le territoire français et il y avait peut-être encore des possibilités de négociation entre le gouvernement français et le gouvernement soviétique pour infléchir le cours de la guerre. Et ce document... Leur tourne, et si vous avez une question, je suis désolé. Oui, ce document, c'est le patron de la protectrice qui l'a porté à la connaissance du procureur de la République. Ce n'est pas donc une activité publique du parti qui a été mise en cause. Donc le patronat français savait très bien ce qu'il faisait, car dans l'enquête, on retrouve le nom de Kriegel Valrimont, qui était l'un des signataires de la convention collective des compagnies d'assurance, au même titre que mon père. Donc l'affrontement social, et pas seulement l'affrontement, existait. Et une petite précision supplémentaire. Très rapide, parce que là, sur la prise du pouvoir par Hitler, Hitler n'a pu avoir ses pleins pouvoirs, même s'il était chancelier, qu'après avoir emprisonné un certain nombre de parlementaires pour avoir la majorité qualifiée à l'Assemblée, au Reichstag, pour obtenir les pleins pouvoirs que la droite lui a confiés. Merci. Il y avait peut-être une autre il faut vraiment terminer sur la persécution. Je suis désolé, sur la question des persécutions antisémites. Je suis tout autant désolé, mais par rapport très au vite, gouvernement Pétain et Vichy, il faut citer la loi de révision des naturalisations du 22 juillet 1940, qui a permis à la police française, s'il vous plaît, de réinterroger toute une série de personnes, y compris d'origine étrangère et d'origine juive, sur leurs origines. Ok, merci. Petite réaction à l'intervention. Cette intervention-là, en fait, c'était une réaction à ce que disait Serge tout à l'heure sur la question des viviers, que finalement on a peu traité. Juste un mot, à la fois il y a un assujettissement de l'ensemble de l'appareil répressif français à l'appareil répressif allemand. Le 22 août 1941, le fameux avis, le premier avis du commandant du Grand Paris dont j'ai parlé, indique que tous les détenus par les Allemands ou pour le compte des Allemands pourront être désignés comme otages, c'est la première chose. Et il y a une deuxième étape très importante en septembre 1941, où cette fois-ci, le commandant militaire allemand en France interdit toute libération de communistes des camps d'internement. Et donc, il faut l'autorisation du MBF pour libérer ces communistes, qui va permettre au MBF de puiser dans ceux qui sont déjà arrêtés. Et pour répondre à ta question sur ensuite la collaboration sur place des autorités administratives françaises, elle est forte jusqu'en octobre 1941, jusqu'aux premières exécutions massives d'otages, où les Allemands demandent aux autorités françaises de les aider à désigner les communistes et les plus dangereux, etc., etc. Ensuite, il y a des débats au sein du gouvernement français à la suite de Chassagne, de la participation de Chassagne justement à ces désignations. Il y a des débats qui se font au sein du gouvernement français, et donc là, des négociations avec les Allemands qui vont pousser le MBF en novembre 1941 à reculer un petit peu en disant on vous demandera plus aux policiers français de désigner des communistes pour qu'ils soient ensuite exécutés, sauf qu'en pratique sur le terrain, les feldcommandants vont continuer à demander aux autorités françaises de les aider à désigner les otages les plus communistes les plus dangereux, en faisant du chantage, en disant si vous ne le faites pas, c'est pas grave, on va se débrouiller tout seul et on désignera n'importe qui. Et donc voilà, il y a un chantage qui se fait, ce qui fait qu'en pratique, en fait, les autorités françaises continuent à coopérer dans la désignation des otages. Juste pour répondre rapidement. Merci beaucoup. Nous avons atteint l'heure clé. Vraiment, alors très 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 brièvement, une question lapidaire. C'est très rapide. Le vivier, il se commence au moment du plan Barbarossa, la constitution du plan de Compiègne. Il faut que ce soit clair. Les premiers communistes, notamment, qui entrent au camp de Compiègne, dans la Seine-et-Oise, ils ont été désignés, ils ont été nommés vraiment par le préfet de Seine-et-Oise. Et pour ce qui est du département de la Seine,
Rapidement. Des Pardon. gars sont partis d'un cours pour aller à l'hôtel Matignon. Ils ont été pris par la Feldpolizei. Ils ont été amenés à Compiègne. Pour certains, en passant par Romainville, sans être enregistrés au camp. Et ceux qui ont été arrêtés dans le département de la Seine ont été désignés par les commissaires de police de quartier. Les Allemands n'avaient pas de liste, n'avaient rien. Je veux dire, cette première collaboration commence avec le remplissage du camp. Mais il n'y a absolument pas de contradiction entre Voilà. ce qui a été dit. Hein. Ça va dans Précision. Je veux dire que la première antériorité Voilà. de complicité du gouvernement de Vichy, Droit au but, là. la répression nazie, c'est leur remplir le flanc de Compiègne. Voilà, merci. Voilà. Absolument. Voilà, je crois que les approches étaient complémentaires sur un nombre de points. Donc, nous avons atteint l'heure. Nous vous proposons une brève pause